Bon, avez-vous déjà rencontré Céline, vous autres? Non, moi, j'ai déjà rencontré Cindy Crawford. Je sais pas si- À chaque semaine. Tellement hockey, à chaque semaine, Alex Gascon raconte la fois où il a rencontré Cindy Crawford il y a de ça 20 ans. Jamais, Céline. Non, mais vous avez vu... Ben oui. Non, mais tu disais avant qu'on enregistre, c'est vrai que c'était... Moi aussi, j'étais content de voir Céline. Tu sais, on sait pas trop son état de santé, comment elle va. Elle a pas l'air en forme. Oui, parce que c'est une maladie qui... je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais on vit de la raideur, là, de ce que je comprends. Et puis c'est pour ça, entre autres, qu'elle n'arrivait plus à chanter parce que ses cordes vocales, ses muscles autour de son cou, bref, je ne veux pas trop Attends, mais m'avancer. là, est-ce que c'est définitif? Là? Moi, je pensais que c'était comme un temps d'arrêt ou celle-là... Ben, je ne sais pas si c'est définitif, mais c'était comme ça que ça avait été présenté au début. Donc, c'était supposé d'être une pause, sauf que c'est quand même un ennui de santé majeur de ce que j'ai compris à l'époque. Là. Puis elle avait l'air libre de ses mouvements. Bon, elle galopait pas dans le vestiaire, mais je veux dire, non, elle avait l'air bien. J'étais content de voir Céline. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Céline. Toi, tu l'as sûrement déjà rencontré en jouant au poker avec René. Non, mais tu connais René. Quelque chose comme ça. Non, mais... Écoutez, en fait... Bon, vas-y. Le sourire se dessine. Non, mais mon deuxième voisin, ou mes deuxièmes voisins... Ah oui, on sait ça. Moi, je sais. Je sais pas, moi. Vas-y. Ou je me rappelle pas. Mon deuxième voisin était Marc Dupré, qui le gendre de... qui était le gendre de René. Et à l'époque, à l'occasion, René et Céline venaient faire un tour une fois de temps en temps. Et je me souviens, à un moment donné, c'était l'anniversaire d'un des enfants de Marc et Anne-Marie. Et nos enfants avaient été invités à cette fête-là. Il y avait des gros jeux gonflés dans la cour et tout ça. Et au souper, après ça, les enfants discutaient entre eux. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que Céline était là? Tu sais, puis les enfants disaient non, elle n'était pas là. Puis là, il y a une de nos filles qui dit ben oui, c'est la mère à René Charles. Alors les enfants étaient petits. Les enfants étaient petits, ils étaient pas. Pour eux autres, c'est la mère à René Charles. Ils s'étaient fait donner des bonbons tout l'après-midi par Céline, puis pour eux, c'était juste la mère à René Charles. Puis je trouvais ça génial. Excellent. Alors voilà. Et c'est probablement tout ce que souhaitait Céline, qui a toujours voulu, ou enfin, elle a toujours dégagé ça, ce désir de rester humble. Pas juste une méga chanteuse internationale, mais la mère de René Charles. Ouais. C'est beau. J'avais trouvé ça charmant. Absolument. Bon, là, c'était tellement une bonne anecdote. Parce que toi, tu l'as déjà croisé aussi? Non. Non. T'es pas allé la voir en show? Je ne l'ai pas vu en spectacle. J'aurais aimé ça. Je l'ai chanté. Je l'ai chanté souvent. Oui, Est-ce que ça compte, j'ai même été témoin de ça. Je suis pas sûr qu'on va raconter ça ici. Jacques-Alexis, tu lui as parlé au téléphone? Hein? Puis elle t'a fait une belle impression. Ouais. Jacques-Alexis l'a beaucoup aimé. Non, j'allais vous dire, comment dire, on ne sera pas le premier format audio à faire du chemin là-dessus, mais vous avez tous vu la poignée de main interminable entre Céline et Martin Saint-Louis. C'est un peu... C'est bizarre de voir un membre du Temple de la Renommée être impressionné par une autre personnalité, puis c'était un peu ça, tu sais. Ah oui, il était rouge un peu. Non, il avait l'air vraiment impressionné, c'est tout ce qui est tout à fait normal. On le serait à moins. Donc, tu sais... C'est ça. Tout le monde a fait ça cette semaine. Mais vous, avez-vous déjà été impressionné comme ça? Toi, à part Cindy Crawford, Alex? Je suis pas très... Pas comme ça. Non. Ce qu'on appelle starstruck. Ouais. Non, c'est pas quelque chose qui me frappe vraiment. Honnêtement, je me rappelle que quand j'avais parlé à Federer à la Coupe Rogers, à l'époque, on l'appelait comme ça... J'avais une petite émotion, mais très contenue, là, très gardée. Professionnelle aussi. Très professionnelle, très gardée à l'intérieur de moi-même. Mais oui, j'étais content de pouvoir lui parler, ne serait-ce qu'une minute. Là. Mais c'est la seule fois, puis même là, je pense pas que ça avait paru du tout. Ben non, t'es tellement... Je suis resté professionnel. Et à cet anniversaire-là, t'as pas vu Céline? Non, j'étais pas présent. Ni même René? Non. Martin n'a pas l'air du type très... Est-ce que Marc Dupré, ça? C'est mon voisin, non? On jouait au hockey ensemble, c'est pas... OK. Aujourd'hui, c'est difficile de rentrer de Las Vegas. Tout le monde au tableau et le vent de changement souffle à Ottawa. C'est tellement hockey, épisode 269.
votre chroniqueur principal au service des sports. J'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et l'un de nos journalistes affectés à la couverture du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est une équipe, si tu mets des rondelles en arrière de la ligne des buts, tu sais, là, si tu joues une game profonde, tu vas te défendre moins. Fait qu'on a arrêté de faire ça, puis là, mais le joueur fatigué, puis là, tu arrives dans ta zone fatigué, puis les autres sont capables de changer pendant qu'ils font le tourbillon, mais là, t'as pas la vitesse, l'énergie que tu as besoin pour défendre à cette pace-là. Martin Saint-Louis qui nous explique ce qui est arrivé, ou enfin... un des éléments expliquant cette défaite contre les Coyotes de l'Arizona. Le match était à l'horaire jeudi soir. Et c'est comique parce qu'il y a 2 ans, Dominique Ducharme donnait exactement les mêmes explications, disant on passe notre temps à se défendre dans notre zone, on est à moitié mort, on dépose la rondelle, on change, puis ça recommence, l'autre équipe à la rondelle, et on est toujours en train de se défendre. Ça arrive. Il y a là un enseignement universel. Oui. C'est-à-dire... Il avait l'air d'un gars qui voulait rebondir, mais... Non. D'accord. Non, je trouvais ça... Rebond. Je souriais. Faux rebond. C'est quoi l'enseignement universel? Arrête de passer ton temps dans ta zone à te défendre. OK. Tu vas te brûler. Je pensais que c'était genre le cycle de la vie. C'est un peu... Tout finit par recommencer. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se... transforme. Hakuna Matata. Bon, on en parlait... C'était quand mardi? C'était un Picasso la veille? Mais là arrête d'utiliser cette expression-là parce que je suis mêlé. Okay. Je ne sais plus si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. C'est supposé d'être une bonne affaire. Okay. Bref, Martin, tu disais avant qu'on enregistre, cette équipe-là semblait prête de prendre son envol après ce qu'on a vu à Vegas. Et là, finalement, il y a un problème avec la soute à bagages. L'avion reste au sol. Oui, mais c'est ça, les équipes en développement ou les équipes en reconstruction. Il y a certains matchs, tu dis, ça y est, nous sommes lancés. Nous avons gravi un échelon important, c'est parti. Et puis, c'est en dents de scie, malheureusement. Et autant le Canadien avait été convaincant contre les champions en défendant la Coupe Stanley, autant... Ils ont eu l'air démunis contre les Coyotes. Après deux périodes, les chances de marquer étaient 14-3. Les chances de marquer de qualité en faveur des Coyotes. Les Coyotes m'ont beaucoup impressionné, honnêtement, mais ce sont les Coyotes, ce ne sont pas les Golden Knights de Vegas. Et j'ai été surpris de voir le Canadien être dominé comme ça, après avoir quand même bénéficié d'un bon congé. Mais c'est ça, j'ai été impressionné par Jake Allen qui a livré un très très bon match, qui a permis aux Canadiens d'avoir même une chance de sortir de là avec des points. Mais j'ai été aussi très impressionné par les Coyotes qui sont vraiment difficiles à affronter. Ça ressemblait vraiment à une équipe d'André Tourigny. Ouais, il commence à avoir plus d'outils dans son coffre, André, puis il va avoir plus de plaisir à diriger son équipe. D'ailleurs, je vais vous le faire entendre. Tout à l'heure, j'ai découpé un long extrait de Tourigny parce qu'il est tellement... Il est tellement bon. Il était pour vrai. Et ça mettra la table à un sujet à venir, mais dans ce point de presse-là, il disait, parce qu'il s'est fait poser la question l'année passée, peut-être à cause de Connor Bedard, je pense que c'est notre bon Godino qui lui demandait ça. Il lui disait, on avait l'impression un peu que vous étiez en mode... on n'est pas tant intéressé à gagner. Puis Tourigny a répondu que non, ça avait toujours été ça le plan. Ces 2 premières années à Tourigny, c'était d'aller chercher des il a dit assets, là, d'aller chercher des actifs. Oui. Puis bon, et que pour cette 3e année-là, justement, il y aurait plus d'outils et que on allait jouer. On allait jouer au hockey. Puis c'est pas mal ça qu'on a vu. C'est pas mal ça qu'on a vu hier. Ben, comme Martin dit, il y a plus d'outils dans son coffre. Ça change tout. Et ils ont fait quelques acquisitions quand même cet été, là, les Coyotes de l'Arizona. Je pense, oui. Pour encadrer ce monde-là. Puis, tu sais, on entendait dire, des fois en discussion avec des agents, tout ça, on entendait dire, écoutez, moi, mon client n'ira jamais jouer là parce que... Ça fait pas assez beau. Non, mais c'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux, là. Hein? Ça fait désordre, votre aréna de 4600 places. On peut même pas accueillir 5000 personnes dans cet amphithéâtre-là pour la Ligue nationale. Je comprends que c'est très agréable pour les descripteurs. Pierre Roud l'a mentionné hier, d'ailleurs. Il est à côté du jeu, mais en général, c'est ça fait pas très, très sérieux. Il y a des agents avec qui je jasais à bâton rompu l'année dernière qui disaient moi, sinon, mes clients n'iront pas jouer là parce que ça leur tente pas. C'est les échos qu'ils recevaient. Mais il y en a qui
qui ont décidé d'y aller. Puis c'est peut-être une belle occasion dans certains cas de relancer une carrière. Pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est ça. C'est une équipe extrêmement combative. Hier, le Canadien, le temps passé, la longueur des présences en deuxième période là, dans leur territoire, c'était épouvantable. Là, je pense que Kaden Goulet en a fait une de près de 3 minutes. C'est assez exceptionnel. Il y en a eu une autre de plus de 2 minutes. Je regardais juste la moyenne sur l'ensemble du match, du temps, lors des présences des différents joueurs. Puis c'est marqué. Là. Il y a plusieurs joueurs qui sont au-dessus d'une minute de moyenne. C'est énorme maintenant dans la Ligue nationale avec le Canadien. Il n'y en a aucun. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a un à 1,01, un défenseur chez les Coyotes. Mais il y a beaucoup de gars que c'est 40-45 secondes. Puis le Canadien, c'est du 55 à 1 minute 5. Là. Donc, ils ont été juste là, on le voit, ils sont complètement embourbés dans leur territoire puis dépassés par les événements. Puis honnêtement, les Coyotes jouent un 3e match en 4 soirs. Ils avaient joué la veille. Le Canadien était revenir de Vegas, supposé... c'est pas facile. Ouais, mais là, es-tu déjà revenu de Vegas? 3 ou 4 fois. Puis 3-4 fois. Okay. Je suis allé 5, c'est ça le problème. Non. Mais il y a quand même eu 2 jours là, depuis Vegas. Donc, une journée de congé complète mardi, un entraînement mercredi sous le soleil de l'Arizona. Lors d'une journée de congé, tu n'étais pas à Vegas. Donc, théoriquement, pas supposé de faire de folie. Au pire, tu vas jouer au golf, pas trop loin. Bon. Donc, c'est un peu incompréhensible. Okay. Puis, c'est une occasion ratée par le Canadien. Et ça, ces présences-là prolongées en zone défensive, c'est souvent le trio d'Alex Newhook. Ça a été terrible. Avec Slavkovski et Josh Anderson. Et ça fait quelques matchs que il y ça a se eu un produit. soubresaut à Vegas, mais à part ça... C'est ça, ils ont vraiment des longues présences défensives, ils sont embouteillés, pas capables de sortir de là. Il va falloir travailler ça. Il y a beaucoup de choses positives dans le jeu de Newhook. On lui a quand même donné des grandes responsabilités depuis que Kirby Dach a été blessé, mais à un moment donné, il faut que tu sortes. Ouais. Il faut que tu sortes. On va se garder Slavkovski pour un peu plus tard, parce que veux pas, c'est un peu... je sais qu'il y a une récurrence, là, mais... tant que ça ne débloquera pas. Bon, je suis en train de faire le contraire de ce que je veux. On va se garder Slavkovski pour un peu plus tard. Je veux qu'on aille au tableau parce que là, hier, Raphaël Harvey-Pinard est tombé au combat. On va souhaiter que ce ne soit pas trop long, mais ça a forcé Saint-Louis à faire ce qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire jongler un peu avec ses trios. On a justement vu Newhook un peu avec Caulfield puis Suzuki. Puis on en parle depuis quelques jours. Il me semble que cette deuxième unité-là, que Anderson et Slavkovski composent avec Newhook, ça ne m'apparaît pas optimal. Puis là, la vérité, je vais vous le dire, c'est que le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Sean Moynihan. Tout à fait. Bon, c'est Moynihan, mais et c'est remarquable. Donc, il y a pas là une opportunité là, pour rebrasser les cartes un peu, parce que quand ton meilleur joueur joue pas sur un des 2 premiers trios, c'est pas optimal, non? Ben oui et non, parce que ça fait en sorte que ce trio-là performe énormément, le trio des vieux, là, le trio des maganés. Ils sont tous passés par de nombreuses, opérations. Oui, les 3, là. Les éclopés. Pearson, Monahan et Gallagher. Et ils affrontent aussi des fois une compétition un peu moins relevée. Donc, ça apporte de la profondeur. Puis ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Kent Hughes en début de saison, ou même Martin Saint-Louis quand il nous racontait, nous, on est une équipe qui va vous avoir à l'usure, dans le fond. Là. C'est par vague, puis tout le monde est capable de contribuer. Puis bon, la mort par 1000 coupures, comme l'on dit en anglais. Alors, ça te donne des options d'avoir un Monahan aussi performant sur le 3e trio, qui contribue beaucoup à faire de Brendan Gallagher un joueur très important dans cette équipe-là depuis le début de la saison. T'sais, on s'en inquiétait tous, en tout cas moi, très certainement, au camp d'entraînement. Puis, et les premiers matchs aussi. Et les premiers matchs un peu aussi, mais c'est revenu assez vite. Là. Vous regardez les statistiques avancées, puis il demeure un des joueurs le plus dangereux du Canadien de Montréal. Martin, je ne sais pas si tu as fait ta compilation, mais je suis convaincu qu'il doit être parmi les joueurs du Canadien qui obtient le plus de chances de marquer de qualité depuis le début de la saison. Monahan? Gallagher. Gallagher il doit être dans le top 3. Là. Dans le top 12. Il est dans, je te dirais, le 5-6e rang. OK, j'aurais cru un peu plus élevé, mais... Oui, c'est ça, mais en termes de tir dangereux, selon le nouvel outil de la Ligue nationale, je pense qu'il est 2e ou 3e derrière Moynihan, justement. Alors, non, mais ça donne quand même des options. C'est intéressant, ça donne des options. Moynihan ne peut pas jouer partout. Ça serait l'idéal. On sait qu'il serait un bon complément à Caulfield et Suzuki. Il l'a été l'année dernière, à la même hauteur à peu près que Kirby Dach.
quoique différemment dans son approche, si je peux dire. Ça aiderait probablement Newhook de se retrouver à l'aile. Oui, c'est ça. Puis d'avoir Monahan dans le milieu avec Anderson à droite. Ce serait bon, ça. Il y a des bonnes chances que ça revampe ce trio-là ou que ça lui donne une énergie nouvelle. Donc, on pourrait l'insérer un peu partout. Mais quand tu fais ça, il faut que tu t'assures de ne pas habiller Paul puis déshabiller Jacques, comme on dit. Là, avec le retour imminent de Christian Dvorak. C'est pour ça que je voulais qu'on se prête à cet exercice-là, parce que là, Dvorak va revenir. Donc, il va y en avoir des changements. Ouais, ben là, si Hervé Pinard est blessé, non, mais même à pas compliqué. Tu fais juste rentrer Dvorak dans la formation. Puis là, il va falloir qu'il joue avec ses trios, là. C'est ça, parce que je pense pas que Dvorak va jouer à l'aile à côté de Suzuki. Non, mais j'ai l'impression que Martin Saint-Louis risque d'être tenté de le mettre au centre de Pearson et Gallagher, parce qu'il a beaucoup fait jouer Gallagher avec Dvorak l'année dernière. Mais ça au grand déplaisir de Gallagher. Je pense que oui. Ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Parce que Dvorak n'est pas un joueur de centre qui transporte particulièrement bien la rondelle. Gallagher, c'est pas sa force non plus. Ça allait super bien avec Philippe Danault parce qu'il est efficace pour trouver son centre, lancé là, vers la zone neutre pour effectuer la transition. Tatar était très bon là-dedans aussi. Il pouvait la transporter un peu plus. Mais Dvorak ne le fait pas. Et puis Pearson n'est pas non plus un grand marchand de vitesse. Là, donc, l'élément qui fait en sorte que ce trio-là fonctionne bien, je pense, c'est l'intelligence et le coup de patin sous-estimé de Monahan, qui est vraiment pas à sous-estimer. Alors, j'ai l'impression que Saint-Louis va peut-être essayer ça, mais ça se pourrait que, justement, là, ce trio-là tombe complètement à plat, mais que Monahan avec Newhook et Anderson, par exemple, soit lancé. C'est ça. Mais, fort probablement que Newhook va être déplacé à l'aile et Slafkovský va écoper là, à un moment donné. Il faut. Là. C'est ça. Pour l'instant, on est capable de maintenir un certain équilibre avec la composition actuelle, mais l'alignement va s'améliorer là, si on déplace Slafkovský pour placer Newhook à l'aile et avoir Dvorak. C'est probablement comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour Jake Evans? T'sais, on dirait que c'est Jake Evans, 4e trio. Toujours. Ouais. Alors que, Alex, tu l'as, c'est ça. C'est pas la première fois que tu nous que tu illustres le fait que Dvorak a pas... C'est pas dans ses forces de faire en sorte que la rondelle se déplace avec lui vers la zone. Evans ne serait pas un candidat peut-être à considérer parce que c'est ça, on a beau dire que le Canadien a beaucoup de profondeur au centre, mais on a fait le tour. Écoute, tu disais, on fait un exercice au tableau. Là. Imaginons l'alignement complet du Canadien. Okay? Ouais, ben là... Alors, Suzuki est là, Kirby Dach est là, Dvorak est là. RHP, tout le monde. Tout le monde est là. Tous les joueurs de centre sont là. Il joue où, Jake Evans? On le place à l'aile au sein d'un 4e trio parce qu'il peut prendre des mises en jeu. Là. Il peut être utile. Il joue en désavantage numérique. Oui, je pense que Monahan joue à l'aile à ce moment-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que s'ils sont tous en santé, Dach ou Monahan jouent à l'aile. Même si c'est un des meilleurs aux mises au jeu dans la Ligue nationale. Des mises au jeu quand même. Ouais. Mettons que tu l'envoies avec Suzuki et Caulfield. Ça va être un vrai premier trio, puis il peut en prendre des mises au jeu là, sur son côté fort, ou tu le fais jouer avec Kirby Dach, qui lui en souffre beaucoup de cet aspect du jeu-là. Ouais, en fait, probablement ça. Ouais. Je le ferais probablement jouer avec Newhook, Dach, Monahan, Dach et Anderson ou Slav s'il avait été capable de se replacer parce que ça allait bien avec Dach, mais Monahan, Dach, puis un complément, peu importe. Puis là, Monahan peut prendre la majorité des mises au jeu. De toute façon, Martin Saint-Louis dit souvent « it's a positionless hockey ». Tout le monde se promène sur la glace. Donc, c'est juste un nom. Monahan avec Dach, ça serait particulièrement solide, je pense. Mais Monahan, c'est son meilleur début de saison en carrière. C'est quand même pas rien. Ouais? Il a été productif à Calgary. Il y a eu des bonnes saisons. Il y a eu déjà un début de saison de 6 buts, 3 passes à ses 10 premiers matchs à Calgary, mais il y avait un différentiel de -3. Là, il est plus 6. C'est son meilleur début de saison en carrière. Alors pour replacer sa valeur sur le marché, c'est quand même un très... Est-ce que ce n'est que pour ça, replacer sa valeur sur le marché, ou ce serait peut-être pour rester avec le Canadien? Moi, ça peu importe. L'un n'empêche pas l'autre, mais s'il reste avec le Canadien et qu'il connaît une très, très bonne saison, il va falloir le payer à sa valeur réelle. Ça, c'est sûr. Mais
on n'est pas surpris on découvre pas que Sean Monahan était un bon joueur de hockey. On pensait qu'il était plus capable, tout simplement. On découvre qu'il est en santé. Mais là, il y a juste 10 matchs de jouer. On ne sait pas s'il est capable. Il est tombé quand l'année passée? Il est tombé au mois de novembre. Début décembre. On était à Calgary quand on l'a vu se promener avec sa botte. Et là, il voulait absolument jouer ce match-là. On l'a gagné, disait-il, très fier. Oui, c'est vrai. Et après ça, on ne l'a plus jamais revu. Mais Jake Evans, donc, Martin, tu dis que c'est 4e trio. C'est ça. Ça peut pas être... C'est un gars qui a une valeur dans une équipe. Premièrement, il fait jamais mal à son équipe, Jake Evans. Il est bon défensivement, il travaille fort, il se présente à tous les matchs, il joue en désavantage numérique, mais c'est difficile de le faire gravir, de le déplacer du 4e trio, je trouve. Offensivement... Et peut-être qu'avec des ailiers plus performants, produirait plus, là, mais à date, c'est pas mal son identité comme joueur dans la Ligue nationale. Oui. C'est vrai, mais en même temps, c'est ça. C'est sûr que je pense que tu donnes la primauté. Je ne sais pas si ça s'applique dans la prévalence. La principauté, tu veux dire. Tu vas donner la prévalence à Dvorak en lui offrant un meilleur job. Son siège. C'est ça, siège. 3e trio et tout ça. Si on constate que c'est aussi inefficace que ce qu'on a vu pendant la saison dernière, après lui avoir donné sa chance, moi, je ne serais pas contre l'idée d'essayer Jake Evans avec Gallagher et Pearson, mettons, par exemple, parce que lui est bien meilleur en transport de rondelles puis en transition. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais ce serait plus rapide. Oui, exact. Mais ce serait une expérience au sein d'une équipe à qui il manque un joueur de centre, puis bon, dans ce cas-là, des alliés vieillissants et tout. Alors, je ne serais pas contre l'idée de l'essayer, mais c'est sûr que ça va revenir d'abord et avant tout à Dvorak. On verra après. Et c'est correct que ce soit comme ça. Ouais. On va laisser le tableau après ça, mais philosophiquement, trouvez-vous que Saint-Louis est trop patient? Parce que c'est vrai que on a vu... moi, Michel Terrien, 2 fois, deux stages à Montréal. Là, on a vu ça, nous autres, on a vu ça, des changements de trio plus multiples dans un même match. On ne voit jamais ça avec Saint-Louis, ce qui est bien. Mais c'est ça, là. C'est ça. On est quand même... coach probablement comme lui aimait être dirigé. C'est-à-dire... la stabilité. C'est clair. Est-ce que trop, c'est comme passé? Michel avait peut-être plus de cartes dans son jeu aussi. Là. À un moment donné, il n'y a pas... mais c'est son style aussi. Oui, mais il était reconnu pour ça. Et les joueurs reconnaissaient que c'était un talent grand. Les joueurs, de façon générale, n'étaient pas admiratifs de la façon dont Michel... C'était pas un grand stratège. De ses relations interpersonnelles avec les joueurs, mais d'un point de vue stratégique, dans les 4 premières minutes du match, il était capable il décidait, lui, qui allait avoir une bonne soirée ou pas. Il regardait les 2 premières présences, puis il faisait ses ajustements très rapidement. Et les joueurs reconnaissaient que c'était une grande qualité. Mais il y a des entraîneurs comme Claude Julien, lui, c'était à Boston, il a gagné la Coupe Stanley en maintenant les mêmes trios, match après match, en faisant confiance à la stabilité, en s'appuyant sur le fait que ses joueurs allaient trouver les solutions pour traverser les périodes creuses et tout ça. Puis il faisait un peu la même chose à Montréal. Il jouait pas beaucoup avec ses combinaisons. Mais il était quand même un peu moins patient que Martin Saint-Louis. Mais en même temps, les joueurs n'aiment pas ça. Les joueurs n'aiment pas ça. Il y a des joueurs qui n'aiment pas ça changer subitement de partenaire durant les matchs. Puis Martin le sait, puis je pense qu'il dirige en conséquence. Mais il y a un moment, comme tu le disais, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est ce que tu insinuais, mais je pense qu'il y a un moment, effectivement, dans un match ou après une séquence où clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux essayer quelque chose, tu sais. Mais Martin, il aime pas ça, puis il aime pas ça en parler non plus. c'est pas le genre d'affaire dont il les blessures, les gardiens. Les questions philosophiques, ça va très bien, mais la gestion du match puis la petite poutine du quotidien, c'est moins sa tasse de thé. Et je pense aussi, il en a parlé récemment, tu sais, il disait... Des fois, tu essaies de réparer quelque chose, puis tu crées un autre problème. Fait qu'il y a peut-être ça aussi d'un point de vue philosophique, de dire, bon, ça, je sais que ça c'est pas performant, on va travailler avec les joueurs individuellement pour les aider à corriger ça, mais je veux pas défaire un trio qui fonctionne. Le trio des vétérans, il fonctionne bien depuis le début, là. Alors, tu les laisses faire la petite affaire, puis tu sais qu'ils sont en train de travailler ensemble, puis qu'ils... ils sont contents de la façon dont ça fonctionne, donc tu ne veux pas déranger ça. Puis depuis que Raphaël Harvey-Pinard s'est greffé là, de façon plus permanente à Caulfield et Suzuki, les deux
jouait mieux, avait plus de succès. Fait que là, ça fait déjà ton premier, ton troisième trio, c'est peut-être même le deuxième, le trio des vieux, donc auquel tu ne veux pas toucher. Là, tu te dis, le trio de New Hook, on a un gars qu'on vient de placer là, pour combler la perte de Dak, de Slavkovski qui est en apprentissage. Si je déplace ces gars-là ailleurs, est-ce que je vais créer d'autres? Ouais. Fait que c'est un arbitrage difficile à faire quand tu n'as pas beaucoup de profondeur. Mais à être trop patient, ça peut avoir l'air de l'acharnement aussi. Ouais. Il y a comme un équilibre là-dedans. Il me semble qu'il y a un physicien célèbre là, qu'on pourrait citer, ça fait longtemps. Albert? Apparemment que ça vient même pas de lui. Ouais. Moi, je sais. On a déjà parlé de ça souvent. Mais hier, juste pour finir là-dessus, hier, André Tourigny avait dit, je pense que Marc-Antoine l'écrivait, André Tourigny avait dit dans son point de presse avant le match ou sa disponibilité média la veille, je sais pas, il avait dit on regarde pas trop, là, pas le temps de regarder ce qui se fait à Montréal, puis Saint-Louis, c'est pas le même fuseau horaire, puis bon... mais il avait l'air de savoir très, très bien quel trio fonctionnait et lequel ne marchait pas. Il fait pas et il a passé la soirée à envoyer son premier trio, celui de Nick Schmaltz et Clayton Keller, contre celui de New Hook. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont été complètement dépassés par les événements et qu'ils ont connu plusieurs séquences de 1 minute et demie, 2 minutes dans leur territoire. Ça tourbillonnait, comme nous a dit Martin tantôt. Donc, en ce sens-là, à mon humble avis, Martin n'a pas vraiment réagi à ce que lui proposait Tourigny en se disant peut-être que les gars allaient trouver les solutions, justement, mais ça ne fonctionnait pas. Ils n'ont pas été capables. Puis lui, il n'a pas réagi à ça. Il a gardé Slavkovski, New Hook, Anderson ensemble, qui était vraiment un trio qui en arrachait défensivement. Et puis, il a été, entre guillemets, battu stratégiquement par André Tourigny hier soir. Hey, je vais le dire juste parce que j'ai eu le flash pendant que Martin parlait puis que je pense que c'est peut-être quelque chose, mais Christian Dvorak avec New Hook puis Anderson. Ah ouais? Je voulais juste le dire. Ah oui, pourquoi pas? Je voulais juste le dire. Je l'ai dit. Puis là, je parle pas d'aujourd'hui, là. Ça fait des années que je dis ça. Quand t'es pas capable d'exécuter quelque chose qui est normalement ton rôle, sans être nerveux, etc., c'est parce que t'es pas rendu là. Tu sais, j'ai souvent donné l'exemple, qui est un exemple banal, mais même si tu es le meilleur étudiant de ta ville, tu ne rentres pas en médecine quand tu as 12 ans. C'est pas de même, ça marche. Même si tu vas être docteur, tu vas être le meilleur docteur au monde, tu n'es pas rendu là. Tu peux pas rentrer à l'université. Je vais recommencer ma première année d'université 7 fois, à un moment donné, je vais l'avoir. C'est pas de même, ça marche. C'est continuer de développer une année à la fois. Puis, quand tu vas être rendu là, quand tu vas être confiant, quand tu vas comprendre, tu vas maîtriser ta matière, un jour, tu vas devenir docteur. Tu vas graver les échelons un à la fois. Mais tu sais, c'est la même affaire dans la Ligue nationale. Quand tu es dans la Ligue nationale puis tu es nerveux de faire des jeux, tu n'es pas confiant avec la rondelle, tu as de la misère à dormir le soir parce que là, tu n'es pas content de ta performance. Le monde a bien beau dire, c'est pas grave, il est jeune qui joue. Ouais, mais lui, il faut qu'il vive avec lui-même tous les jours. Puis il sait qu'il ne performe pas. Puis il est assis à côté d'un gars dans la chambre, que le gars dans la chambre, il sait que tu as de la misère. Puis ça, c'est pas une position que tu es confiant de te développer. Ils sont gâtés en Arizona. Je ne sais pas s'ils le savent. Je ne sais pas s'il est aussi éloquent en anglais aussi. Tu veux dire, il est gâté en Arizona. La personne affectée à la couverture de l'équipe. Oui. Cela dit, l'analogie de la médecine, c'est très bon, mais en même temps, on voit bien qu'André ne connaît pas Dr. Doogie. Mais bon. C'est vrai que c'est une exception, j'en conviens. C'est impossible de ne pas penser à Juraj Slavkovski quand on entend ça. Ben oui, toi. Puis c'est encore... Marc-Antoine n'est pas là, mais on parle souvent de lui, mais si vous avez lu son texte de cette nuit, veut pas, il n'est pas le seul, mais il y avait un peu cette confrontation-là. Logan Cooley versus Juraj Slavkovski hier. Puis moi, je vais répéter un peu ce que je dis depuis que Slavkovski semble se chercher. C'est évident que la chaîne est débarquée là, dans son ici, là, dans le très, très haut du corps. Là. Et hier, je ne sais pas si justement, c'est parce qu'il le savait qu'il y avait Logan Cooley de l'autre côté qui va très bien, mais Slavkovski a peut-être joué le match où il a été le plus absent depuis qu'il joue pour le Canadien. Martin, vas-y. Depuis qu'il joue pour le Canadien, il y a eu des matchs assez difficiles la saison dernière aussi. Écoute, sur Slavkovski, on s'est étendu pas mal la semaine dernière et la confiance
la confiance d'un athlète, ça pèse extrêmement lourd dans la balance. Et quand tu perds ça, tu perds tous tes moyens. Et la discussion la plus profonde que j'ai eue là-dessus, c'est quand j'ai écrit la biographie d'Éric Gagné, qui a battu le record du baseball majeur pour le nombre consécutif de sauvetages réussis. Toujours habitué de travailler sur un fil de fer en fin de match, joueur étoile, joueur vedette de son équipe. Et il m'a raconté à quel point, quand il a perdu sa confiance, quand il est arrivé à Boston, à quel point c'était... fatal. Ça semblait insurmontable. Tu sais, pour un gars qui avait du vécu, qui était un vétéran, à quel point il disait c'est vraiment difficile d'être mauvais, de pas performer, de ne pas savoir comment s'en sortir. Alors, j'imagine, Slafkovský est arrivé dans des dispositions excellentes au camp d'entraînement. Ouais. Puis, tu sais, je regrette de ne pas m'être fait plus confiance que ça la saison dernière, mais ça te gruge quand tu regardes autour de toi, puis tu veux participer au succès de l'équipe, puis tu sais que tu as mis les efforts, puis que tu t'es supposé être meilleur que ce que tu donnes. Et à un moment donné, il va falloir que la direction du Canadien... tu sais, t'as beau dire on ne veut pas l'assommer, on ne veut pas le lancer dans une spirale négative en le rétrogradant ou on va continuer à lui donner du temps de jeu, tout ça, mais à un moment donné, il faut si le gars est en train de se noyer, il faut que tu l'aides à sortir de l'eau. C'est parce que la chaîne est débarquée. Là. Faut que quelqu'un... il y a quand même... tant que ça embarqué. Fait c'est ça, il montre des belles choses, mais il y a des choses de base qui ne sont pas là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Là. Ce que disait André tantôt, tu peux pas refaire ta première année d'université 7 fois en disant à un moment donné, ça va marcher. Et peut-être qu'on l'aiderait en lui donnant permettant de vivre des expériences positives ou en le plaçant dans un contexte de compétition significative. Cloton, Clopin. Il va aller à Cloton, Clopin. Juraj Slafkovský est placé constamment en situation d'échec là, depuis longtemps. Ce n'est que ça qu'il vit. Là. Donc, je pense que c'est très mauvais. c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué. Non, mais c'est apparent. Vous l'avez vu hier, là, il y a des séquences dans sa zone en défense. Il va pas bien, là. Il est tellement perdu là, que il sert à rien sur le jeu. Là. Il est d'une passivité totale, puis on dirait qu'il n'est pas sûr de la couverture qu'il doit adopter. Est-ce qu'il suit son défenseur, homme à homme? À un moment donné, il est parti de l'aile gauche, où est-ce qu'il était, assez haut, proche de la ligne bleue, pour surveiller la pointe, à descendre sur une séquence que j'ai en tête particulièrement, à descendre près du filet. Là, il s'est ramassé à être, mettons, le Arbor Jack-Eye pendant pas longtemps devant le filet. Puis là, pas longtemps après, il était rendu à droite complètement. Puis il avait l'air vraiment... OK, est-ce que je reste en couverture de zone? Est-ce que je suis mon défenseur qui, lui, a permuté, rendu de l'autre bord? Il était vraiment mêlé. Puis ça, bon, peut-être qu'il n'avait pas compris les directives, là, je sais pas, mais ça démontre là, à quel point il n'est pas... il y a plein de petits détails dans son jeu là, qui démontrent qu'en ce moment, il est vraiment pas en confiance, puis que je vois pas non plus, moi non plus, comment il pourrait s'en sortir. Il reçoit, on est en avantage numérique première période, il reçoit une belle passe dans le haut de l'enclave. Ouais. Il met un temps fou avant de décocher son tir. C'est long, c'est trop long. Dans les standards de la Ligue nationale, s'entend. Quelqu'un qui met un bâton là-dessus, ça s'en va dans le filet, tu sais. Arrive pas à prendre un ça arrive souvent. Il y a quatre chances de marquer depuis le début de la saison. C'est ça. C'est un gars qui joue en avantage numérique. Ouais. Et des minutes de qualité quand même. Et un gars qui joue quand même au sein d'un trio offensif. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ça, c'était un problème aussi l'année dernière, là, la rapidité avec laquelle il décochait ses tirs, ou justement avec laquelle il le faisait pas plutôt. Mais... c'est plein de petits exemples comme ça qui s'accumulent, mais il a vraiment l'air mêlé, puis il n'y a aucun impact sur le match. Il n'y a aucun impact. Il est constamment placé en situation d'échec, puisque André Tourigny disait, lui, il vit avec ça. Là. Il sait, il rentre chez lui, il pense à ça, il dort en pensant à ça. Il sait que Newhook et Anderson, à quelque part, se disent au fond d'eux-mêmes. On est obligé de le traîner. Colin, vas-tu débloquer le gros Slaf? C'est sûr qu'ils se disent ça, même si Josh, il n'y a pas... Je paraphrase. Ils sont pas très... Dans la langue de Michel Tremblay, je pense pas. Mais Anderson a juste une passe aussi, là, mais lui obtient des chances de marquer à la tonne depuis... sauf hier, mais je veux dire en général. Alors, eux le savent. Lui le sait qu'eux le savent. Il est mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Il sait qu'on en parle à tellement hockey tous les 3 jours. Ouais. Donc, puis on n'est pas les pires, là.
Puis c'est ça. C'est important que tu le dises parce que on est conscient qu'on parle d'un jeune de 19 ans. Et, puis on ne dit pas qu'il sa carrière, il ne fera jamais rien. Non, c'est pas ça du mais tout, c'est ça. À un moment donné, ça peut devenir dangereux pour un athlète si tu le laisses en situation d'échec. Et la même chose avec un élève, peu importe le niveau scolaire. Première année du primaire, 6e année, secondaire 2, si tu places un élève en situation où il y a toujours 44 ou 38 dans ses résultats, tu cours à la catastrophe. Alors, j'imagine qu'il y a une décision qui va venir à un moment donné. Bien, c'est clair. Tu sais, avec ta fille, mettons, là, quand elle ne comprend pas un problème de maths, là, qu'est-ce que tu fais? Ça arrive jamais. Parce que ton gars de bord, il est moins brillant. C'était juste un exemple pour dire. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ça marche pareil dans la famille. Oui, c'est pareil. Tu recules un peu. Le problème est trop compliqué. OK, attends, OK, ça tu le comprends pas? Parfait. On va reculer un peu. On va y aller avec une addition plus simple, mettons. Bon, on va reprendre celle-là. OK, on repart, puis tranquillement, tu remontes les marches. Tu sais. C'est exactement ça que. Ouais. Non, puis il n'y a rien de mal. Non, mais il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi? Parce que Cooley est dans la Ligue nationale. Non, mais tout ça, ce serait un fiasco. Tu sais, Shane Wright est dans la Ligue américaine présentement. C'est ça. À vrai dire, il y avait peut-être là une opportunité. À cet âge-là, Nick Suzuki jouait dans les rangs juniors. C'est ça. Mais oui. À cet âge-là, Cole Caulfield était à l'université. Tout à fait. Et l'approche, c'était. Aller assumer un rôle de leader. C'est la même approche avec Ryan Backer. Ouais. C'est ça qui est étonnant dans le cas de Slavkovski, c'est que c'est comme si on s'obstinait, je sais pas, mais on voulait convaincre ou se convaincre que lui, il était prêt tout de suite à 18 ans, premier choix au total, repêché à Montréal dans la controverse, je mets des gros guillemets, là, mais dans le débat, disons. Et là, non, il faut qu'il reste et tout. Pourtant, c'est pas du tout la philosophie qu'on adopte avec les autres en disant, même Ryan Backer, on va l'éloigner de Montréal, va faire ses affaires tranquille, ça va bien aller, il va se développer. Mais la philosophie pourrait être tout aussi bien s'appliquer à Slavkovski. Je sais que le Canadien ne fait pas confiance à son organisation finlandaise. Oui, mais ça, c'est ça. Mais il n'y a pas question de ça. Là. Évidemment pas, mais ça a peut-être pesé dans la balance l'année dernière quand on a décidé. Laval. Mais il y a toujours Laval. C'est un Européen, il peut aller à Laval. Mais attention aussi, la Ligue américaine, c'est pas facile. Non, mais c'est pas ça. Bon, mais là... Non, je sais, mais ça se pourrait qu'il débarque là. Ça sera pas mais quand un même, remède. Mais faut pas l'envelopper dans le papier bulle non plus. Non. Pour pas qu'il soit contrarié. Ça en prendrait beaucoup. Là. S'il arrive là, puis Joshua Roy continue, et le joueur dominant dans l'équipe, puis d'autres joueurs sont les meilleurs joueurs offensifs et transportent l'équipe, bien... Ça sera la réalité. It is what it is, c'est ça. Puis ça sera peut-être difficile un peu au début, puis ça va faire un petit buzz médiatique au début, puis ça va débarquer à Laval, puis là, les journalistes vont aller le voir. Il va y avoir du journaliste. Mais après une semaine, là... Ça va être fini. Il va jouer à Laval, puis là, les gens, on va le laisser tranquille. Puis c'est peut-être ça que ça y prend. Moi, je parle pas de 2-3 games à Laval ou 4 ou 5, je pense que... Donc, on en parlait cette semaine. Un petit séjour pourrait être bénéfique. On en parlait cette semaine quand tu es allé justement à la pratique du D'ailleurs, Rocket. Moi, je disais ça cette semaine, puis ça avait été accueilli de ta part par des... Non, c'est que... Non, mais moi, ce que je te disais, c'est essayons... Ben, c'était avant... Moi, écoute, là... Tourigny m'a donné raison, ça, tu le sais. Oui, je sais. Puis moi, je prétends pas, là... de savoir précisément là, comment ça se passe dans la tête de Juraj Slavkovski, là, mais intuitivement, là... Souvenez-vous... Avant le repêchage, il disait, moi, mon rang de sélection, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est d'être le meilleur joueur de cette cuvée-là. Vous vous souvenez qu'il disait ça? Non. Mais je te crois. On te croit sur parole. Il disait ça. En anglais, parce qu'il ne parle pas français. Martin, tu citais ce qu'il disait en début pendant le camp, comme quoi il y avait il s'en était mis sur les épaules l'année dernière. Il y a là un schéma qui se dessine d'un jeune homme qui s'étouffe lui-même. Puis moi, je suis convaincu qu'hier, le Cooley en face, il savait très bien. Alors que, mettons, on va parler de Jonathan Drouin tantôt, mais souvenez-vous, Drouin avait connu un match d'anthologie contre Nathan McKinnon lors d'un affrontement. C'est comme l'effet inverse hier sur Slavkovski. Donc, c'est juste ça. Et revenons à une autre pensée de ce grand philosophe qui est André Tourigny.
C'est que on veut que Slafkovský devienne un joueur dominant. Il a été sélectionné au premier rang au total au repêchage. Ça veut dire qu'on se dit ce gars-là va pouvoir jouer un rôle majeur dans une équipe. Il jouait à 17 ans dans une équipe professionnelle où il ne dominait pas. Il avait 17 ans. Il a bien paru dans des compétitions internationales courtes, mais avec son équipe en Finlande, il n'a pas dominé. Et là, il est placé dans un rôle, la saison dernière, il n'a certainement pas dominé à Montréal, il est en apprentissage. Là, il ne domine pas. Alors, s'il n'a jamais la chance de dominer, comment il va pouvoir devenir un joueur dominant s'il ne connaît pas ce que c'est de remplir les filets dans les rangs professionnels, d'avoir un rôle prépondérant en avantage numérique, de jouer des grosses minutes, de jouer contre les meilleurs joueurs adverses, d'être celui qui se fait surveiller. Il ne le vivra jamais et il ne pourra jamais atteindre alors que Suzuki, je reviens, c'est le plus bel exemple de compétition significative qu'on a imposé à un jeune joueur, puis son tracé en parallèle avec Kotkaniemi était fascinant. Là. Kotkaniemi était resté à Montréal, puis quand Suzuki est revenu après son année dans les rangs juniors, il avait pris 5 longueurs d'avance sur Kotkaniemi. C'est prouvé scientifiquement qu'il faut placer des jeunes joueurs en situation de réussite. Et là, il ne deviendra jamais un joueur dominant s'il n'a jamais la chance de dominer. Ajoute donc rien. Exemple encore plus contemporain, Joshua Roy. Oui. Je sais pas si tu voulais qu'on allons-y, oui, parce que tu es allé... faisons ça, puis on parlera des sénateurs l'an prochain. Non, mais... non, mais Josh, il est en train de vivre ça exactement. Lui, ce que Martin décrivait, là. Ouais. Lui avait été un joueur dominant dans la Ligue Midget 3A, en fait, partout où il est passé. Vous le savez, premier choix au total dans la Ligue junior majeure du Québec. Les 2 premières années... Difficulté en arrivant. Difficulté en arrivant à Saint John, dans une organisation avec laquelle il ne s'entendait pas très bien, disons. Et puis, tout ça s'est replacé dans les 2 dernières années. A dominé, c'est quoi? Mais il savait avant, mais a dominé à un calibre encore plus élevé pendant 2 années complètes. L'expérience aussi au championnat du monde de hockey junior. 2 fois plus tôt. Est-ce qu'il était là l'été? 2 fois. 2 fois plus tôt qu'une, oui. En tout cas, puis surtout la dernière, là, avec Connor Bedard, qui était particulièrement impressionnante. Et puis là, arrive dans la Ligue américaine, a eu un bon camp d'entraînement, a bien fait ses affaires. Oui, c'est ça, c'était vraiment 2 fois plus tôt qu'une au Mondial Junior. Et puis, bon camp d'entraînement, mais là, on l'envoie dans la Ligue américaine, c'est normal. Le gars a été choisi au 5e tour. Il n'y a personne qui s'en scandalise. Et connaît un très, très bon départ dans la Ligue américaine. Ce n'est qu'un départ. Recrue du mois d'octobre. Mercredi a été blanchi, mais a quand même 12 points en 8 matchs depuis le début de la saison. Et puis, quand je suis allé le voir pour parler justement de son adaptation rapide au hockey professionnel, qui est quand même différent, là, on s'entend, Jean-François Hull a parlé du fait qu'à partir de maintenant, il allait être confronté constamment au meilleur trio adverse, au meilleur paire de défenseurs qui allait faire partie du plan de match de l'autre côté, parce qu'Hull disait, là, c'est beau, au début, il s'amusait, là, personne ne savait trop c'était qui, mais là, c'est sûr que son nom fait partie du plan de match de toutes les équipes quand on va aller sur la route. Puis dans la Ligue américaine, c'est une ligue tough, c'est une ligue où ça frappe. La vitesse de l'exécution, souvent ce que les gars disent, c'est que l'exécution, évidemment, n'est pas la même qu'au niveau de la Ligue nationale de hockey, mais la vitesse du jeu puis de la prise de décision, c'est pas pareil non plus, mais ça se ressemble. Donc, c'est peut-être ce qui est plus proche. Alors, et c'est une ligue très dure, très physique, quand même costaud, Joshua, donc ça va de ce point de vue-là, mais Hull disait, là, il va vivre ça. Là. À partir de maintenant, il va falloir qu'il trouve une façon d'être presque aussi productif à l'étranger, qu'il soit la cible de choix de l'adversaire pendant tout le match, qu'il va se faire écœurer, que on va parler probablement autour de lui, on va essayer de le picosser, de le déranger, de le déconcentrer, on va le frapper. Il va falloir qu'il trouve des façons de continuer à produire puis à performer dans cet environnement-là. Donc, lui est en train d'apprendre exactement ce que Martin disait, c'est-à-dire dominer partout où il passe, dans les rangs professionnels aussi, puis éventuellement, il va peut-être être capable de le faire, ou du moins, il risque d'être un contributeur jusqu'à une certaine importance avec le Canadien de Montréal. Donc, c'est un exemple plus récent, mais comparable jusqu'à un certain point. Et philosophiquement, les dirigeants du Canadien l'ont appliqué. Ça, souvenez-vous de notre rencontre avec Kent Hughes au début de la saison, quand on parlait d'Émile Henneman. On a demandé pourquoi. On a dit qu'il a connu un excellent camp d'entraînement. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé avec l'équipe? Si on y allait au mérite, et ce gars-là
aurait dû rester dans l'alignement. Puis il disait, on veut lui permettre d'aller dans la Ligue américaine. On pense qu'il y a plus un sens offensif plus poussé que ce qu'il a montré, puis on veut lui permettre de développer ça. En disant, on sait qu'il peut jouer sur le 4e trio en ce moment. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est pas ça l'objectif. Exactement. Alors, bon, donc on va arrêter de donner des exemples et des exemples. Mais, non, mais on est bon pour ça. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose au moment. Ça nous prendrait un exemple de, je sais pas, là, de basketball. Non, pas basketball, quelque chose de plus. Au water polo, justement. Ouais, voilà, un exemple de la semaine prochaine. La sévérité de cette décision par la Ligue nationale a vraiment été la dernière straw. On n'a pas eu de choix l'année dernière, on n'a pas eu de choix l'année précédente. Pourquoi? Et maintenant, on perd un autre choix. Pourquoi? On a besoin des choix de premier round. Ça, c'est bien vrai, ça. On voit que Michael Andlauer, on n'est pas à son premier rodéo. Connaît son hockey. Non, mais on fait des farces, mais ça fait longtemps qu'il est dans le... D'ailleurs, parenthèse, son 10 %, avez-vous vu ça? Le 10 % qu'il aurait vendu... 250 millions. Est-ce que c'est... C'est une publication spécialisée dont Sportico. C'est Sportico. C'est ça. Est-ce qu'on peut qui évalue maintenant le Canadien à 2,5 milliards étant donné. Ce serait donc présentement, jusqu'à preuve du contraire, l'équipe la plus valorisée de l'équipe de la Ligue nationale. C'est comme n'importe quoi. Là, c'est une fois que tu vends quelque chose que tu sais combien ça valait, ça. On peut bien spéculer jusqu'à demain que les Maple Leafs valent tant, mais tant qu'on en vend pas. Cela dit, si les sénateurs d'Ottawa se sont vendus 950 millions de dollars, le Canadien vaut... Sûrement le double. Vaut plus que le double. Visiblement. Et on s'excuse aux gens de la région de Gatineau. Puis on n'en parlera pas de l'année prochaine. Des sénateurs, on va en parler tout de suite. On va probablement en parler de plus en plus, d'ailleurs. Avez-vous été surpris que... de deux choses l'une. La punition, ça fait combien de temps, cette histoire-là? Ça fait 1 an et demi. Puis un choix. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une enquête. Je ne savais même pas que c'est ça. Il y a bien des choses surprenantes dans cette histoire. Je pensais que tu allais dire il y a bien des choses que tu ne sais pas. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, allez, réaction. La réaction à ça, c'est-à-dire la punition, un choix de première ronde pour la façon dont ça a été géré, la transaction d'Evgeny Dadonov, qui l'a envoyé à Vegas. On n'aurait pas... c'est ça. Moi, en fait, ça ne vient pas avec de la paperasse, ces affaires-là, me semble. C'est pas marqué dans le contrat. Il faut que... Hein? Donc, mais enfin, ceux qui en entendent parler pour la première fois, là, on n'aurait pas dit aux Golden Knights qu'il y avait une clause de... On n'a pas dit aux Golden Knights. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que l'enquête statue, oui. Que Dadonov, dans son contrat, avait une liste d'équipes auxquelles il ne pouvait pas être échangé. Puis là, il a été échangé à une de ces équipes-là. Les gens ont eu honte. Ça a fait... les Golden Knights ont eu honte. Puis là, ils sont punis. Et... 1 heure après, Pierre Dorion est congédié. C'est un pas pire. Vas-y, Alex. Vas-y. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans. J'ai bien aimé qu'Andlauer commence son point de presse en français. Avez-vous vu ça? Très court, tout à fait. Il a grandi en France. Hein. Il y a quelque chose de... Montréal. Non, mais il a vécu en France. Je ne sais pas s'il a vécu en France, mais il a vécu à Montréal. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une consonance très français international. Oui, exactement. C'est très avec. C'est très agréable. Bref. Il y a vraiment... c'est très... On aime ça. Il est très charismatique, on va se le dire. Ouais. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais tu prends ça dans l'autre que tu veux, mon vieux. C'est ça qui est beau. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais être... Je remarque que Michael Andlauer, qui est un tout nouveau gouverneur à temps plein, parce qu'il occupait ce rôle-là en alternance avec Geoff Molson des fois, dans la Ligue nationale, n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait. Pas mal à tous les niveaux, je pense. Il a premièrement dit que son directeur général, Pierre Dorion, avait fait preuve de négligence. Il l'a répété plusieurs fois, puis la dernière goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il était aussi pas très, très content de sa gestion récente. Là. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait qui était sorti, où il disait on n'avait pas de choix de premier tour les 2 dernières années. Pourquoi? Ben, je peux lui expliquer. Dans le premier cas, on est allé chercher Alex DeBrincat, qui est maintenant un membre des Red Wings de Détroit. Dans le deuxième, Jacob Chychrun, qui, jusqu'à preuve du contraire, pourrait être un bon échange. Là. Mais c'était quand même une équipe en reconstruction qui manque les séries année après année, puis qui a pas de choix de premier tour. Ben, on peut se poser la question, quoique moi, je n'étais pas contre ces tentatives-là de venir solidifier l'équipe. Donc, ça a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Il a dit très clairement, à partir du moment où ça a été ça, la conclusion, là, au-delà de la punition, que la conclusion, ça a été les sénateurs d'Ottawa n'ont pas transmis la liste de 10 équipes de non-échange, de 10 équipes d'Evgeny Dadonov aux Golden Knights. C'est de la négligence pure et simple.
Dorion était condamné là, à partir de ce moment-là. Il ne voulait plus faire affaire avec lui, je pense, en se disant il a vraiment manqué à son devoir. Ouais. Donc, il y a ça. Il était aussi très remonté contre la Ligue nationale parce qu'il savait qu'il y avait une enquête à ce propos, précisément. Ça faisait quand même plus d'1 an et demi, mais il a dit qu'il n'y a aucune raison pour que ça soit éternisé autant que ça. En parlant de la Ligue nationale, il disait, je comprends pas comment... C'est une question à poser à la Ligue. Il n'y a aucune raison pour que ça ait pris presque 2 ans. Il trouve la punition extrêmement sévère, surtout en fonction du fait que c'est une nouvelle administration. C'est pas administration, mais nouveau propriétaire. C'est pas lui qui était là, c'était pas sous son règne. Donc, c'est sûr que je pense qu'il trouve ça quand même assez sévère. Et surtout... C'est très sévère. C'est presque la peine capitale. C'est ça. Mais puis on lui a pas dit... Il dit, j'étais au courant qu'il y avait une enquête, mais moi, quand j'en parlais avec la Ligue nationale puis avec les vendeuses, les 2 filles de Melnick, on lui aurait répondu, puis je le cite, que c'était non-issue. Pas d'enjeu, il n'y a pas de problème là. Puis c'est là où il a dit, je ne sais pas si pour vous, la perte d'un choix de premier tour, c'est une non-issue, mais pour moi, c'est un problème. Alors, il était vraiment fâché. Puis il a aussi dit, écoutez, l'équipe était en plein processus de vente à ce moment-là. Alors, pour Shane Pinto, il l'a su plus tard que l'enquête était en cours, alors que justement, elle était en cours, elle existait, ça se passait, mais il ne l'a pas su dès le début. Et par rapport à l'enquête sur Dadonov puis la gestion de l'échange, il le savait, mais on lui avait dit, regarde, en gros, il avait dit, faites-en pas avec ça, ça ne sera pas un problème. Alors, il a eu l'impression d'avoir été floué là-dedans un peu, puis il a dit, on est en pleine négociation d'achat, probablement qu'il voulait obtenir le meilleur prix possible. Donc, je ne suis pas sûr que ce sont des commentaires qui ont dû plaire énormément à Gary Bettman. Ouais. Et si on regarde ça objectivement, la Ligue nationale a fait exactement ce qu'elle reproche aux sénateurs. Elle a fait conclure une transaction à Michael Andlauer sans lui révéler des choses qui étaient importantes dans cette transaction. Mais oui. C'est donc bien intelligent. Est-ce qu'on peut... Non, mais c'est ça. Bon, on juge ça inacceptable que ce soit qu'un directeur général n'ait pas donné la liste de 10 équipes. Là. Quand même, Pierre Dorion, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté dans la Ligue nationale. Ça peut arriver que quelqu'un commette une erreur. Je me souviens, les Devils, il y a plusieurs années, avaient été privés d'un choix de premier tour parce qu'on avait conclu que Lou Lamoriello avait tenté de contourner les règles du plafond salarial en donnant un contrat exagérément long à Ilya Kovalchuk. Et on les avait punis, puis après ça, cette pénalité-là était tombée. Mais c'est dans des cas graves. Perdre un choix de premier tour, c'est quand tu fais quelque chose de très grave, alors que ça se... faut qu'il y ait s'il n'y a pas une intention frauduleuse derrière ça, à un moment donné, tu peux donner une pénalité, donne 1 million d'amende ou quelque chose. Peut-être que l'enquête a révélé que c'était intentionnel. Oui, parce qu'ils ont réussi à l'échanger aux Golden Knights, puis s'il y avait dit non, mais en passant, il y a une liste de protection, peut-être que l'échange ne serait pas conclu. Ouais. C'est ce qu'il faut croire. Là. Le propriétaire a dit que ça démontrait qu'il y avait de la négligence. Mais en même temps, Martin, je veux dire... Mais il a aussi dit qu'il a failli à son devoir. Ouais. Non, puis comment dire? Comment tu fais pour... Moi, je comprends pas. C'est ça, administrativement. Je vois pas comment un directeur général... Je vois pas comment un directeur général pourrait consciemment dire « je vais frauder le directeur général adverse en lui révélant pas, autrement qu'en faisant agir autrement que par le biais d'une erreur ou d'une négligence. Là. Ça va t'exclure de ça. Mais la punition nous laisse croire qu'il y avait quelque chose d'intentionnel là-dedans, parce que tu te dis, mon Dieu, c'est donc bien cher. C'est quoi? C'est la dernière feuille du contrat, puis tu n'as pas passé dans le fax. Je comprends pas. Je sais pas comment ça marche, moi non plus. À moins que tu le biffes, volontairement. Puis en plus, Andlauer vient de faire monter en surpayant pour les sénateurs d'Ottawa. C'est sa récompense. En ayant fait augmenter la valeur de toutes les franchises d'à peu près 100%. C'est sa récompense. C'est sûr qu'il est moins de bonne humeur, là, un peu. Mais cela dit, pour en revenir à Pierre Dorion, on s'entend, il était en sursis. Là. Si Michael Andlauer avait pris le contrôle des sénateurs au mois de mai dernier plutôt qu'au mois de septembre, est-ce que Pierre Dorion aurait commencé la présente saison? Tu payes pas loin d'1 milliard de dollars pour acquérir une équipe de hockey qui vient de rater les séries 6 années de suite. Dans la plupart des cas, le gars qui achète veut avoir des gens de confiance, il veut avoir son équipe, il veut
repartir à neuf avec sa vision et tout ça. Alors, je pense que ça ne prenait pas grand-chose là, pour que Pierre Dorion perde son poste. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques semaines, tout de suite après avoir pris le contrôle des opérations, Michael Andlauer a nommé Steve Staios comme président des opérations hockey. Donc, a enlevé énormément de pouvoir à Pierre Dorion pour prendre le contrôle du département hockey. Donc, il était assis sur un fauteuil, sur un siège éjectable. Ça indiquait très clairement qu'Andlauer ne s'en venait pas là puis se croiser les bras puis attendre de voir comment les choses allaient se ça va passer. être un monstre à deux têtes, comme il l'a décrit lui-même. Il a dit « J'aime bien la formule du monstre à deux têtes. » Inventé à Montréal. Ouais, non. Comme on voit un peu partout. Donc, Staios, éventuellement, va s'entourer d'un nouveau directeur général, mais ça pourrait prendre du temps. Il n'y a rien qui presse. Ben justement, à ce sujet. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a sondé le public de Radio-Canada Sport sur les réseaux sociaux. Qui devrait remplacer Pierre Dorion? Alors, sur le book, Marc-André, long shot, j'irais avec un gars comme Joël Bouchard comme coach, Bergevin comme DG. Pensez-vous que Bergevin... Pensez-y. Francis, j'aimerais bien voir Roy derrière le banc, si Smith est relevé. Il y a beaucoup de questions de Peter Chiarelli aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point. Ouais, c'est quoi le lien? Il n'est pas déjà comme... Ben lui, il travaille avec Saint-Louis, là. Ouais. Et, la ville, là, pas le gars. Non, pas avec Martin. Non, Non, c'est ça, oui. Bon, Patrick Roy, ça revient encore. Kenny, donc, excusez, Français, c'est Marc-André qui, précédemment, Kenny dit, parle de Patrick Roy également. Vous pouvez soupirer. C'est bon, ça? C'est tout. C'est fait l'acteur studio. Toujours sur Facebook. Sylvain, Mathieu Darche. Mathieu Darche? Ouais, c'est un candidat intéressant, certainement. Ouais. Milan dit Martin Leclerc. Ton nom revient à quelques occasions. Ah, ouais. Oui. Pas le nôtre? Moi, je m'étais pas... dans un acte d'humilité, je ne vais pas compléter, mais Milan dit Martin Leclerc avec Coupal comme coach. Je sais pas. Non, écoute... Je ferais le contraire. Je ferais le contraire. Steph sur Facebook, Benoît Gros. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui voient des entraîneurs. Ouais, c'est ça. Parce que là, Staios a dit que pour l'instant, croyez-vous à ça? Il a fait un... Ça avait l'air sincère. Oui, c'est ça. Il a fait un prêche assez sincère à l'endroit de DJ Smith et sa gang. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment mettre ça en doute, là. OK, toujours sur... on va sur Twitter maintenant. Darche, c'est David qui dit ça. Darche aussi, Hello, qui... il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer leur CV aussi. Comme quoi, on a il y a des hautes gens, aspirations. des gens qui ont confiance. Mathieu a fait beaucoup d'entrevues au cours des dernières saisons. C'est pas un gars qui est dans la Ligue nationale, dans un poste de dirigeant depuis longtemps. Ça fait combien de temps qu'il est avec Tampa? 4 ans? Je dirais 4 ans, oui. Je peux vérifier ça. 4-5 ans. Il est arrivé l'année de la première Coupe Stanley, si ma mémoire est bonne. OK. Mais c'est un gars qui a une expérience de gestion assez importante. Là. Il travaillait dans l'entreprise privée pour une compagnie de transport. Il est arrivé l'année avant la première Coupe. Donc, c'est sa 5e saison. OK, c'est ça. Et donc, ça, en termes de gestion de personnel et tout ça, il y a vraiment une expérience de gestionnaire qui est forte. Et Julien Brisebois m'avait dit que à son arrivée dans la Ligue nationale, Mathieu Darche était beaucoup mieux équipé que lui ne l'était quand il était arrivé. Ce qui n'est pas une mince affirmation. Il y a une expérience de joueur, il y a une expérience de gestionnaire. Il a travaillé quand même au cours des 4 dernières saisons dans une des organisations les plus performantes de la Ligue nationale. Fait que c'est quand même un candidat de choix. Là. Bon, la question, il faut souvent regarder... Parfait bilingue en plus. Oui. Ouais. Ça c'est sûr. Non, mais peut-être que ça va jouer. Andlauer a l'air de comprendre ça. Il faut souvent regarder avec qui Steve Staios... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Darche a joué avec Steve Staios? A côtoyé. C'est qui sa garde rapprochée. Il faut d'abord commencer par ça. Mais Darche a joué pour les Bulldogs quand Michael Andlauer était propriétaire. T'as raison. Ils ont une certaine affinité, apparemment. Intéressant. Arsenault sur Twitter dit Daniel Alfredson. Il y en a qui pensent qu'Alfredson serait sur... Alfredson est déjà de retour dans le giron. On sait pas exact. Ils n'ont pas précisé le poste qu'il occupait. Je pense qu'ils sont en train d'y gosser ça sur mesure. Mais je serais très surpris qu'il le propulse immédiatement dans un rôle comme celui-là. Ça serait un peu... peut-être... puis sur Instagram, ça revient aussi. Alfredson dit monstre. Dali, pas Chiarelli, Marc Bergevin, Mathieu Darche.
Berge. J'étais sûr que Berge a rebondi. Berge a été interviewé à Pittsburgh. Ouais. Michael Andlauer était bien placé pour savoir ce que Marc Bergevin a fait chez le Canadien. Si jamais c'est Marc Bergevin ou Marc Bergevin fait partie des candidats rencontrés, ça voudra dire qu'il a apprécié ce qu'il a vu. Ça met de l'allure. Puis quelques-unes sur YouTube aussi. Carl qui dit Patrick Roy, Bergevin, Mathieu Darche. Bref, beaucoup de... Juste des Québécois. Ouais. Ben écoute, ce serait... je l'ai évoqué. Andlauer semble avoir cette sensibilité-là pour le marché de Gatineau. Il semble comprendre qu'il y a là... il a raison. Hein? Comment? Il semble comprendre qu'il y a du monde, là. Je vois des maisons. Il doit y avoir du monde dedans. Mais comme tu disais, Alex, on n'a pas l'air pressé. Là, donc, j'imagine que ça va évoluer dans le courant de la saison. Bon, ben c'est ça qui est ça. On avait mis Jonathan Drouin à l'horaire aussi, mais dans le fond, c'est juste plate. On en parlera mardi. Ouais. Non, puis peut-être que ça va... Parce qu'il a été laissé de côté hier, mercredi soir. Donc, puis on souhaitait que ça décolle. Puis peut-être que ça va décoller d'ici mardi. C'est ça. Donnons-nous quelques jours encore. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Merci infiniment, mon cher. C'est un plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment également. C'est tout un privilège de l'être. Oui, absolument. Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin étaient nos hommes en régie. Merci les gars, merci infiniment. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un excellent week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.